Les pseudo-marxistes congolais qui arrivent au pouvoir en 1968 se cherchent une base économique et financière, d'où les nationalisations dans tous les secteurs de l'économie du Congo. Après le choc pétrolier de 1973, les gisements pétroliers marginaux deviennent rentables. Le pétrole apporte 21 milliards de francs CFA de plus au Congo. Un plan triennal 75-117 est mis en chantier avec une proclamation solennelle faite de donner du travail à tous les Congolais. L'échec est cuisant. Le régime du président Marien Ngouabi plonge le pays dans un marasme économique généralisé. La bande des anges du CMP qui succède au président Marien Ngouabi mettra en place le biennal 118-119, mais le malade Congo ne sortira pas de son coma profond. À partir de 1979, le président Denis Sassou Nguesso et sa cohorte d'arrivistes et de bouffeurs de pétro-CFA mettront en chantier le programme complémentaire 80-81 et le plan quinquennal 82-86. Grâce au second choc pétrolier, 119-80, le Congo qui hier était dans le besoin de financement va se doter d'une capacité de financement sans précédent dans l'histoire de notre pays. En effet, les espoirs du pétrole accréditent les autorités congolaises d'une signature favorable sur les marchés internationaux des capitaux. D'où le chiffre record de la dette, plus de 1500 milliards de francs CFA, faisant du Congo l'un des pays les plus endettés par habitant. Il est antinomique qu'on ait perçu d'un côté plus de 2000 milliards de francs CFA titres de redevances et impôts pétroliers, et de l'autre côté qu'on se retrouve avec une dette colossale pour des résultats économiques nuls et inférieurs à ceux de la période 64-68. De ce qui précède, le PSDC, le Paris, constate que sur le plan économique, le règne du PCT a été le plus néfaste pour le Congo. Après 21 ans aux affaires, le PCT ne peut que parler d'héritage pour justifier son échec. Son incapacité de gérer la cité notoire. On peut noter l'échec des nationalisations et la planification centralisée, la gabegie financière est devenue la règle de gestion, les hommes politiques et certains hauts cadres se sont enrichis de manière illicite, les signes sont les villas luxueuses qui poussent comme des champignons et la pagérocratie. Ceci contraste avec le marxisme-léninisme, l'idéologie à laquelle ils se réclament. Avec les privatisations, le patrimoine national est bradé. Certains se portent acquéreurs des entreprises qu'ils ont poussées à l'asphyxie. L'inflation n'a cessé de renter le pouvoir d'achat des travailleurs pendant que les hommes politiques étaient au lait et au miel et le peuple congolais dégustait l'eau de mer. Le chômage est devenu endémique, touchant de plein fouet les jeunes, hypothéquant ainsi leur avenir. Plus de 10 000 jeunes diplômés sont à la recherche de leur premier emploi. D'autres diplômés ont choisi l'exil pendant que ceux qui ont eu le courage de rentrer au pays ont leur bagage pris en otage par les transitaires. L'échec de gérer la cité et la mauvaise répartition de la richesse de la nation ont affecté le Congo sur le plan socio-culturel et environnemental. Sur le plan socio-culturel et environnemental, le peuple de ce pays est privé des produits vitaux pour sa survie. L'eau potable et l'électricité manquent dans plusieurs. Pour conclure, de tout ce qui précède, il apparaît très nettement que la responsabilité de M. Sassou Nguesso est totale dans l'échec et la ruine du Congo. Le PSDC, le Paris, demande qu'il ait le courage politique de démissionner. Même avec la promulgation fantaisiste de son chiffon de constitution, Sassou est conscient que le peuple congolais civilisé ne le considère plus comme président de la République, chef de l'État. Il n'ira donc nulle part, il est coincé. C'est à nous de le pousser dans le ravin pour qu'il se casse définitivement la gueule. Sassou est l'homme du passif. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'obstination stérile parce qu'il a peur de se retrouver à la CPI. Tricheur. Quant à Aimé Emmanuel Yoka, ce juriste d'une arrogance déplaisante dont les qualités d'homme de droit et les connaissances juridiques ne sont reconnues que par le seul Sassou, son neveu, ne vous attardez pas trop sur ses dires, ses plaisanteries burlesques, ses pitreries, ses mystifications, son insolence méprisante. C'est un habitué du fait. Souvenez-vous de sa déclaration risible, sans saveur, à la veille ou pendant la conférence nationale souveraine de 1991, lorsqu'il débarqua et s'afficha à la télévision nationale congolaise, la vraie, pas télé foufou, avec des doigts pleins de bagues comme un guérisseur. C'est pour ce genre de personnage, et ils sont un paquet, que Denis Sassou Nguesso, visiblement très fatigué, est obligé de truander pour s'agripper au pouvoir.
car il sait que sans lui, ils ne sont rien, ils ne valent rien, ils ne peuvent rien. En fait, ce ne sont tous que des parasites qui vivent des deniers publics, en plus d'être des tribalistes, des faux gentils. De 1992 à 1997, lorsque leur chouchou Sassou n'était plus au pouvoir, on les a vus raser les murs. Vrai ou faux, Michel Ngakala? Vrai ou faux, André Obami Itou? Vrai ou faux, Gabriel Oba-Apounou? Vrai ou faux, Roger-Edouard Okula? Vrai ou faux, Jeanne Ndambenze? Vrai ou faux, Aimé Emmanuel Yoka le Pontenegré qui n'était plus bourgeois? Stop! Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin.